pense que c'est la classe active où il y a le plus d'écart entre la rentabilité brute et la rentabilité nette. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire les calculs, quoi. Quand on parle concret, si on a une rentabilité de 6%, j'ai 100 000 euros investis dans un bien immobilier qui me rapporte 6 000 euros, ce que tu dis, c'est qu'au final, ça rapporte à peu près 2 000 euros. Je valide totalement les calculs de Camille parce que j'ai pu le faire avec mes parents et ils sont en train de céder leur bien immobilier parce qu'ils ont enfin compris, effectivement, qu'on tombait de 6 à 2 et qu'au final, la fameuse rente à 500, 600 euros par mois n'était que de 200 voire 150 euros par mois. Donc en fait, le rendement de l'époque était à 8, peut-être qu'aujourd'hui il est plus qu'à 5. Parce que si on actualise la valeur de son bien au prix de marché, en fait, les loyers on peut augmenter et la valeur du bien augmenter de manière assez importante. Mon bien qui était à 200 000 euros, qui me rapportait 8%, j'avais 16 000 euros de loyer. Aujourd'hui, puisque j'ai 20 000 euros de loyer, ça s'est un peu revalorisé, mais mon bien il vaut plus 200 000, il vaut 400 000. Donc si mon bien il vaut 400 000 et que j'ai 20 000 euros de loyer, j'ai un rendement qui est plus qu'à 5%. Et les gens vont avoir souvent le réflexe de calculer par rapport à leur prix d'achat. Mais je dirais qu'à risque équivalent et à rendement équivalent, il y a d'autres solutions plus optimisées sur le plan fiscal. Ça permettrait déjà de démultiplier par 2, si n'est plus, le rendement de l'investissement. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, je suis avec Camille Mikola-Jacques, effectivement, pour parler d'un sujet qui va plaire. Pourquoi vendre un bien immobilier quand on n'a plus de crédit? C'est forcément la recommandation qu'on va vous faire aujourd'hui. Attention, avec Camille, on va parler de ça d'un point de vue global. À chaque situation, forcément une réponse différente, je préfère le rappeler comme dans tout podcast. Camille, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter avant qu'on commence le podcast? Bien sûr. Tout d'abord, salut Jérémy. Je te remercie pour ton invitation. Donc moi, c'est Camille, j'ai 32 ans. Je suis le fondateur de The Wealth Office, qui est un cabinet de gestion de patrimoine, tout comme le tien. Et nous, notre particularité, c'est qu'on s'adresse à une cible bien précise, des clients qui vont avoir des actifs financiers, compris entre 250 000 et 10 millions d'euros, que j'estime trop importants pour pour être bien accompagnés par les banques privées, qui ont généralement une approche assez standard, mais pas assez fortunés pour intéresser les multifamily office qui pourront leur apporter ce niveau de conseils sophistiqués. Et donc, nous, on a une offre spécialement dédiée à cette cible, qu'il s'agisse de particuliers ou de chefs d'entreprise. Et j'ai créé le cabinet il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on est une équipe de 4 collaborateurs. On a un peu plus d'une centaine de clients. Ok, bon, ça se passe bien du coup. Plutôt bien, oui. Bon, super. De notre côté, effectivement, on en parlait juste avant, off, on a des choses qui se ressemblent et puis des choses qui sont différentes totalement dans l'approche client. Et heureusement, les cabinets sont tous différents, j'ai tendance à le dire. On va parler d'un sujet qui est assez précis, c'est l'immobilier, d'un point de vue général. Pourquoi revendre un bien immobilier peut être une sorte de coût d'opportunité qu'on va louper? En gros, concrètement, je te prends l'exemple de j'ai des biens immobiliers aujourd'hui dans mon patrimoine que j'ai 100% remboursé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de crédit dessus, pour parler français. Pourquoi, selon toi, c'est un manque d'opportunité de ne pas céder certains biens immobiliers qui sont sans crédit? Alors, je pense que c'est un très bon sujet, parce que d'une part, déjà, il concerne les Français que nous sommes. Je pense qu'on est, Tous ça immobiliers. aura échappé à personne qu'il y a un fort attachement à la pierre. Et également parce que c'est une situation qui nécessite de prendre beaucoup de recul et de hauteur sur ses propres choix passés et de les reconsidérer au regard des éléments actuels et aussi de notre situation qui a pu évoluer. Euh, le premier point, je dirais, c'est est déjà calculer réellement en fait, la rentabilité réelle de son opération. Donc ça peut être sous l'angle du rendement net en déduisant les charges, les impôts qui peuvent être différents que de ceux de l'époque. Et également s'intéresser potentiellement à l'effet de levier qui est peu présent, voire plus présent, le cas échéant, si on a remboursé son emprunt. Et ça, c'est assez abstrait pour pas mal de gens. Et en fait, quand on fait les calculs, on peut avoir des écarts très importants. Et lorsque on tire les chiffres en matière de pouvoir d'achat, complément de retraite, capital transmis aux enfants, ça peut faire des différences de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, du coup, c'est notre job de prendre du recul par rapport à tout ça et de faire tourner les chiffres. Est-ce que toi aussi, quand tu vois des situations où, par exemple, beaucoup de personnes ont des appartements locatifs, Mhm. qu'ils ont 100% remboursés, et qui te disent, mais si, mais ça me fait une rente de 600 euros par mois, est-ce qu'à chaque fois, tu te retrouves dans la même situation d'expliquer que ce n'est pas 600 euros par mois, mais tant par mois, quand on enlève et qu'on déduit les charges de copro, la taxe foncière, l'imposition? Est-ce que ça t'arrive souvent? Oui, ça m'arrive souvent. Les personnes, effectivement, après, quand je les reprends, elles disent effectivement, il y a des choses à déduire, mais elles n'ont jamais forcément fait l'exercice de le chiffrer concrètement. Ok. Et lorsqu'on le fait, généralement, sans rentrer dans les détails, mais moi j'observe, parce que moi aussi j'ai fait quelques investissements immobiliers, alors je pourrais développer pourquoi j'en ai fait et pourquoi je ne recommanderais pas à tout le monde de le faire. Mais ouais, tu vas avoir un écart facile de 30 à 40% entre ton rendement brut et ton rendement net. Et après, si tu rajoutes l'imposition, qui diffère selon chaque situation, tu peux diviser ton rendement par 2. Donc, in fine, tu peux te retrouver avec un tiers du rendement qui est affiché si on fait juste le rapport entre les loyers et le prix du bien. Donc, je pense que c'est la classe active où il y a le plus d'écart entre la rentabilité brute et la rentabilité nette. Donc, c'est vraiment là qu'il faut faire les calculs, quoi. Sur un actif, on le rappelle, sans crédit, effectivement, parce qu'avec l'effet de levier, ça change le calcul de la rentabilité. Au niveau de, quand on parle concret, si on a une rentabilité de 6%, j'ai 100 000 euros investis dans un bien immobilier qui me rapporte 6 000 euros, ce que tu dis, c'est qu'au final, ça rapporte à peu près 2 000 euros. Je valide totalement les calculs de Camille, parce que j'ai pu le faire avec mes parents, et ils sont en train de céder leur bien immobilier, parce qu'ils ont enfin compris, effectivement, qu'on tombait de 6 à 2, et qu'au final, la fameuse rente à 500, 600 euros par mois n'était que de 200, voire 150 euros par mois. Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait en fait? Si on cède un bien immobilier, la question c'est, OK, j'ai plus d'effet de levier, donc j'ai plus cette, capacité, de mon côté à créer de la valeur, par la banque qui m'a prêté de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent si on cède le bien? Parce que tu vas me Bah, dire, déjà, pour «Je me remettre les retrouve choses avec en le bien». perspective, parce que souvent, ce que je remarque, c'est que c'est pas forcément les solutions qui manquent ou qui freinent les gens à passer à l'action, c'est vraiment d'être convaincu que, en fait, déjà, la première décision à prendre, c'est je dois vendre mon bien. Et Tout à fait. souvent, ce que je vois, en fait, pour aider les gens à prendre cette décision, c'est que, premièrement, l'erreur que je rencontre, c'est qu'ils font le calcul de la performance de leur investissement avec les chiffres du passé. Typiquement, si à l'époque, les prix d'immobilier étaient faibles, ils ont pu acheter un bien avec une valorisation par rapport à aujourd'hui qui est assez raisonnable. Genre, généralement, ils se disent: «Ah ben, si j'avais su, j'aurais acheté à l'époque ou j'en aurais acheté plus» et on peut trouver des rentabilités, même dans des grandes villes, à 7-8 à l'époque, par rapport au prix de l'époque. Seulement, ce qui se passait depuis 20 ans, c'est que les prix de l'immobilier ont augmenté de manière significative, baisse des taux, hausse du pouvoir d'achat, inflation, mais les loyers n'ont pas suivi au même rythme. Tout à Donc du fait. coup, on a eu un effondrement de la rentabilité locative puisque le prix a pu doubler, mais que les loyers ont augmenté, par exemple de 20 ou 30 bien moins vite que les prix de l'immobilier, sans compter, les charges locatives elles, qui ont également augmenté à un rythme, plus important que celui des loyers. Donc en fait, le rendement de l'époque était à 8, peut-être qu'aujourd'hui il est plus qu'à 5. Parce que si on actualise la valeur de son bien au prix de marché, eh ben, en fait, les loyers ont peu augmenté et la valeur du bien a augmenté de manière assez importante. Mon bien qui était à 200 000 €, qui me rapportait 8 bah, j'avais 16 000 € de loyer. Aujourd'hui, peut-être que j'ai 20 000 € de loyer, ça s'est un peu revalorisé, mais mon bien il vaut plus 200 000, il vaut 400 000. Ah, Donc on si est mon bien passé il à vaut 400 5. 000 et que j'ai 20 000 € de loyer, j'ai un rendement qui est plus qu'à 5. Et les gens vont avoir souvent le réflexe de calculer par rapport à leur prix d'achat. Seulement, en fait, la valeur de leur bien immobilier de 400 000, elle est virtuelle. Tant qu'elle n'est pas matérialisée sur leur compte bancaire, demain ça peut augmenter, demain ça peut baisser. Et donc, c'est que si vous faites l'exercice de vendre ce capital et que vous le redéployez par ailleurs sur notre solution, que là, vous pouvez dire oui, j'ai capté cette valorisation. Mais sinon, quand on calcule au patrimoine réellement au travail, ça fait qu'un rendement de 5. Et là encore, bah, si on fait l'exercice d'enlever les charges et les impôts, on peut tomber à moins de 2. Donc, c'est actualiser vraiment le rendement réel de son investissement. Et aussi, on peut le faire sous l'angle de l'effet de levier. Parce que, par exemple, à l'époque, si cette personne elle a acheté son bien immobilier avec un apport, disons, de 20 qui va couvrir les frais de notaire, les travaux et puis une petite part d'apport que la banque a demandé, il va donc emprunter 80 et faire un emprunt comment dire, un apport de 20. S'il avait 8 de rendement par rapport à ça, en réalité, le rendement sur ses fonds propres, c'est 40 en fait. C'est qu'il a 8 sur 20 seulement mis au travail, mais les 8, il les a sur la totalité. Donc en fait, on a un ratio de 5. Bah, en fait, aujourd'hui, s'il y a plus d'effet de levier, bah, en fait, il a réellement 8 il Ouais, a pas d'accord. 40. Et donc du coup, une fois que l'effet de levier est terminé, on pense que ça y est, on a fini le jeu parce qu'on est propriétaire de son bien, ça y est, on est libre, tous les loyers sont pour nous, on n'a plus besoin d'en affecter une partie, à la banque. Mais en réalité, c'est la pire erreur parce que le retour sur les fonds propres est beaucoup plus faible et il pourrait être opportun de remettre de la dette ou d'arbitrer sur un autre actif. C'est limite, à chaque fois, à ce moment-là qu'il faut, se poser les bonnes questions. Exactement. Et même en amont, tu le disais, partiellement ou totalement remboursé. Dans certains cas, Oui. il faut même réfléchir bien Ah oui, avant, bien le avant. remboursement Oui, total parce du que crédit. c'est une très bonne remarque, parce que par exemple, si l'on pense à une personne qui va faire des travaux, qui va calculer pendant combien d'années elle ne paiera pas d'impôt sur les revenus fonciers, puisque je le rappelle, les revenus fonciers, c'est donc le revenu catégoriel qui va être le plus taxé, puisqu'on va avoir le taux marginal d'imposition qui peut monter à 45. Si on ajoute la CEHR ou CDHR de 4 ça monte à 49, et les prélèvements sociaux à 17,2, Oui, ça peut on, tabasser. on dépasse plus de 60. Et donc du coup, les travaux permettent d'éviter ça. Mais c'est pas infini, ça va durer 5, 6, 7, 8 ans et encore, il faut mettre des gros montants de travaux pour cela. À un moment, les courbes vont se croiser, les travaux vont être consommés, on va avoir un revenu foncier qui va devenir positif et on va commencer à payer plus de 60 d'impôts. Bah, c'est peut-être à ce moment-là en fait, qu'il faut envisager de céder son actif, puisque là, on va voir le rendement fondre de moitié. L'effet de levier sera en partie consommé, puisque bah, le capital s'amortissant au fur et à mesure, l'effet de levier n'est plus aussi élevé à mi-chemin qu'il ne l'était au départ. Donc forcément, c'est un raisonnement qu'on peut avoir tout au long de la vie de son investissement et pas qu'à la fin, quand il est presque trop tard. Mais j'ai envie de dire, quand on regarde nos clients, des Il est fois, souvent trop c'est bien tard. trop tard. Voilà, Voilà. il est souvent trop tard. Sur ce côté-là aussi, pour, encore mettre en lumière un autre avantage que peut avoir d'autres actifs que l'immobilier, Ouais. la partie transmission. Oui, On sait que l'immobilier, mine de rien, c'est souvent fortement taxé, oui. à la succession. Est-ce que tu peux faire un petit rappel par rapport à peut-être d'autres enveloppes fiscales qui existent en France ou même d'autres stratégies, financières qui peuvent expliquer qui Ouais, peuvent exister? bien sûr. Déjà, selon moi, le problème de l'immobilier, c'est que c'est un actif qui est assez rigide. C'est-à-dire que déjà, il n'est pas fractionnable. On ne peut pas séparer la cuisine du salon. Et donc, quand on va le transmettre, on ne va pas forcément pouvoir passer par des donations partage. Il va y avoir des situations d'indivision. Les valorisations sont tout de suite importantes. Donc, si on veut en transmettre la totalité, on va aller excéder potentiellement les abattements de 100 000 € qui nous sont offerts. Et bah, en fait, ça crée des situations, souvent usines à gaz,
pour un actif, comme on l'a dit, qui rapporte pas grand-chose et dont, la taxation sera potentiellement de 30-40 à la succession et en plus, la personne qui va en hériter, bah, va avoir un problème de liquidité puisqu'elle va hériter d'un actif, par définition illiquide, qui lui va, rendre exigible un impôt tout de suite ou après un certain délai, de grâce que l'État va nous donner et pourtant, bah, il faudra payer, sans avoir la liquidité en face. Mmh. Donc la solution souvent, ça va être soit l'endettement, qui est jamais sain quand il n'est pas fait de manière, selon moi, proactive par rapport à un investissement qui peut être plus rentable que le coût de l'endettement et par ailleurs, bah, ça va être fait dans l'urgence, la cession d'actifs si elle est envisagée et donc qui dit vendre dans l'urgence, bah, dit vendre à un mauvais prix parce que du coup on va être pris, par le temps, et par l'échéance fiscale et donc on va finalement détruire une partie de la valeur que nos parents, grands-parents, ont pu, créer au travers de cet investissement donc selon moi, ouais, l'immobilier pose beaucoup de problèmes en termes de transmission et puis les enfants ont pas forcément envie de récupérer les biens. Pas Parfois, c'est des forcément. fardeaux, ils ont pas envie de s'en occuper, ils habitent à l'autre bout de la France ou à l'étranger, et puis, ils vont mettre une agence en place, ça va être mal géré, il y aura des frais en plus et finalement, c'est un investissement que d'eux-mêmes n'auraient pas fait l'acquisition en premier lieu. Donc c'est pas forcément, je trouve, une bonne idée de transmettre, beaucoup d'immobilier, voire pas du tout, selon les situations. Et puis là, vous l'avez compris, hein, depuis le début, c'est vrai que je me suis pas arrêté là-dessus, mais on parle bien sûr des autres biens immobiliers que la résidence principale, hein, Oui, qui n'est pas forcément concernée oui. par le fait de revendre sa résidence principale dès qu'on a fini Non, le non, crédit, non, hein. Si on est bien dedans et que c'est un bien actif, hein, ça sûr. reste un actif et une fois qu'il est remboursé, c'est un sujet comme un autre. De ce côté-là, tu as parlé pas mal de la fiscalité. Est-ce que tu peux juste rapidement faire un rappel de la fiscalité immobilière, notamment des revenus fonciers ou autres? Peut-être que ça peut parler chinois pour certains. Oui, bien sûr. Pourquoi on se fait massacrer fiscalement quand on n'a plus de crédit notamment? Bien sûr. Alors la fiscalité immobilière, elle est particulière en ce sens qu'elle ne bénéficie pas du prélèvement forfaitaire libératoire, hein, donc la flat tax. Donc en fait, sa fiscalité, elle est presque déplafonnée. L'assurance vie, les revenus financiers, etc. On sait qu'on va avoir au maximum 30 à 31,4 d'imposition. Donc si on gagne extrêmement bien sa vie, on sait qu'au pire, on va payer moins d'un tiers de ce qu'on gagne. En immobilier, ça ne s'applique pas. En immobilier, en fait, sur le revenu que l'on perçoit, donc déduction faite des différents frais engagés, ça peut être des charges locatives, taxes foncières, intérêts d'emprunt, assurance, amortissement. Quand on parle du LMNP, je pourrais y revenir. En fait, on va sur le reliquat payer un impôt. Et cet impôt, ça va être votre taux marginal d'imposition, donc qui est le taux qui va dépendre de votre revenu fiscal de référence. Plus je gagne, plus je paye. Donc c'est un impôt qui va de 0% jusqu'à 45%. Et à cela va s'ajouter les prélèvements sociaux, qui sont donc de 17,2% pour les revenus fonciers, et là encore, petite subtilité pour les revenus de location Mmh. meublée, donc 6, ouais, 18,6%. c'est ça. Donc on va avoir une fiscalité qui peut dépasser pour les contribuables qui gagnent le mieux leur vie, les 60%, ce qui est 2 fois plus finalement que la flat tax qu'on peut avoir sur des revenus du capital. Est-ce qu'il y a quand même des abattements qui s'appliquent ou autres, avant, la fiscalité? Oui, mais c'est assez anecdotique à mon sens, parce qu'en fait, on va devoir soit se placer dans un régime au micro, donc en fait, Tout à fait. on va opter pour cet abattement, donc il va être de, je crois, que c'est 30 toujours, ou 30. c'est toujours 30, parce que je sais qu'ils voulaient le passer à 50, c'est 30% pour les revenus fonciers, mais 30% en fait d'abattement, quand vous avez un taux de pression fiscale, par exemple, à 60%, bah, ça revient à être taxé à, 30, à 40% en fait sur le Ouais, ce qui revenu est que vous énorme. encaissez, ce qui est toujours énorme. Sachant que les 30 sont souvent assimilés à des charges au final, hein, tout ce qui Absolument, est copro ou autre. que vous engagez réellement par ailleurs. Et après, s'agissant du réel, ça c'est intéressant, mais encore faut-il avoir quelque chose à déduire. Et comme on l'a expliqué, bah, si on achète avec des travaux, c'est très bien, mais ça ne durera pas 20 ou 30 ans, ça durera au mieux 10 ans. Et donc, a fortiori, à un moment, vous vous trouvez dans cette situation où la fiscalité deviendra écrasante. Et on peut même arriver dans des situations où finalement, les charges, la mensualité de crédit et la fiscalité deviennent supérieures au loyer encaissé. Et donc, on se retrouve à une situation où on doit sortir de l'argent de sa poche pour financer son investissement. Et parfois, ça peut être moins rentable que de mettre cette somme d'argent sur une assurance vie, En par DCA exemple. ou autre tous les mois, effectivement. Exactement, Et sur la partie impôt, en plus de ça, on peut même rajouter tout ce qui est taxes foncières, cotisations foncières absolument. d'entreprise. Ça fait partie aussi des impôts qu'on voit un petit peu moins, mais qui en fin d'année, le 25 décembre, d'ailleurs, j'adore cette date de prélèvement, c'est le 27 décembre précisément. Vous avez les taxes foncières et les CFE qui tombent la plupart du temps, et puis vous avez un petit prélèvement de l'impôt. Je le rappelle quand même, c'est quand même des impôts qui peuvent enlever en moyenne un loyer par Ouais, an, et c'est ce que c'est j'observe quand même un aussi. pourcentage, hein, Et puis, il y a une augmentation assez importante hein, de fou. Ouais. depuis ces dernières années. Donc ça, c'est à pas négliger, effectivement. Impôt spécifique à l'immobilier, donc qui s'applique uniquement à l'immobilier et dont l'augmentation a été, on sent qu'il y a un matraquage fiscal, au niveau de l'immobilier, réglementaire aussi, qu'on n'a pas forcément sur les autres, investissements et puis en plus, mais ça dépend de chaque situation. Généralement, quand on arrive, à l'aube de rembourser son bien immobilier, on est dans une phase généralement de préparation de la retraite, enfin de Tout consolidation à de son fait. patrimoine et de ses revenus et donc c'est le moment où on a envie de tranquillité, c'est le moment où on a envie, d'avoir l'esprit, tranquille, d'être récompensé un petit peu des efforts, des sacrifices qu'on a pu faire par le Exactement. passé et c'est pas pour se créer, donc une nouvelle charge mentale, une nouvelle gestion, des problèmes à gérer.
parfois, c'est intéressant de couper court et de voir ce qu'on a construit plutôt que, voilà, juste par défaut ou par attachement de laisser, son Ouais, je suis investissement, totalement alors qu'il d'accord y a mieux à avec toi. faire. Bon, maintenant, on a parlé de pourquoi effectivement ça pouvait être intéressant de vendre un bien immobilier. Mmh. J'ai ces fameux 400 000 € que tu as évoqués. Et qu'est-ce que j'en fais? Je viens de vendre. Qu'est-ce que je fais de ces 400 000 €? Parce qu'il faut quand même trouver des options. Je ne vais pas les laisser sur mon compte courant. C'est ce qu'on dit Bien à tout sûr, le monde de ne pas faire, bien parce sûr. que l'inflation grignoterait l'épargne. Qu'est-ce qu'on fait de ces 400 000 €? Qu'est-ce qu'il y a en fait comme panel de solutions qui peut exister? On peut même se relancer dans l'immobilier si on le veut, Oui, mais bien sûr. avec en recréant de la dette. Mais quelles sont les autres solutions aussi qui existent? Alors, en fait, il y a énormément de solutions. Évidemment, il va falloir, avoir une analyse, personnalisée de sa propre situation et de ses objectifs. Tout le monde, voilà, chaque solution ne va pas avoir les mêmes effets chez tout le monde. Mais déjà, pour faire le lien, heu, si on reprend cet exemple où j'avais effectivement un bien de 200 000 € qui est aujourd'hui devenu 400 000 €, le rendement était à 8, il est passé à 5. Bah, en fait, ces 5 déjà, j'ai une fiscalité qui est devenue écrasante puisque c'est, après le remboursement du crédit, donc il rapporte peut-être 2,5. Ouais, 2,5 sur le Bah, 400 000, finalement, exactement. ces 400 000, si j'acte, ma plus-value, donc j'aurai éventuellement une fiscalité APC de plus-value ou pas, ça dépendra des Tout à abattements fait. pour durée de détention, mais je vais récupérer un capital de 400 000 €. Ce capital de 400 000 €, si je le remets au travail sur une solution qui rapporte ne serait-ce que 5, bah, en fait, je vais générer par rapport à l'époque, au rendement, enfin au capital initial que j'avais, le double, puisque la valeur de mon bien a doublé. Donc en fait, c'est comme si je faisais par rapport à la somme de départ 10 de rendement, donc c'est bien plus intéressant que de le laisser sur l'investissement précédent. Et surtout, c'est la fiscalité. Parce que du coup, pour optimiser la performance d'un investissement, on peut prendre plus de risques. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Ouais, d'accord. On peut baisser les coûts. Donc les coûts, ça va être quoi? Ça va être les frais Tout à fait. et ça va être éventuellement les impôts. Donc là, en fait, j'ai optimisé le rendement de manière mécanique en allant sur un actif plus performant. Alors, est-ce que ça va être plus risqué? Ça dépend. Potentiellement, on peut faire de la SCPI qui va avoir un rendement similaire à ce qu'on peut avoir dans l'immobilier. Et ça peut être, je ne sais pas, une assurance vie qui va avoir une allocation assez équilibrée. On va se rapprocher du niveau de risque qu'on avait sur l'immobilier. On n'est pas obligé d'aller sur quelque chose de beaucoup plus risqué. Mais admettons qu'on arrive à répliquer un rendement Ouais, à de niveau de risque équivalent, j'ai envie de 5-6%. dire, exactement. Voilà. Bah, en fait, là, par exemple, si je me mets dans une enveloppe de type assurance vie, en moyenne, sur 15 ans, avec bah, l'abattement qu'on va avoir au bout de 8 ans, avec le fait qu'on a une imposition de 30 avant 8 ans, et le fait qu'on est taxé que sur la quote-part d'intérêt, que l'on retire de son contrat d'assurance vie Exactement. et pas du capital. Je sais pas, on peut se dire que si on fait une simulation sur 15 ans, on va avoir un taux d'imposition moyen sur la période entre 10 et 15 quelque chose de 15 disons. Bah, en fait, là, mon rendement de 6 mais je vais en enlever que 15. Donc en fait, au lieu d'en enlever la moitié comme précédemment avec mon investissement immobilier, juste en minimisant le frottement fiscal, bah, mon rendement brut, je vais le préserver et donc mon net, il va être bien supérieur. Et donc forcément, sans prendre plus de risques, juste en baissant ma fiscalité, je vais arriver à avoir un rendement net dans ma poche pour financer mon train de vie, etc., bien plus important. Donc il y a énormément de solutions, mais je dirais qu'à risque équivalent et à rendement équivalent, il y a d'autres solutions plus optimisées sur le plan fiscal. Ça permettrait déjà de démultiplier par deux, si ce n'est plus, le rendement de l'investissement, sans compter tous les tracas qu'on va s'éviter Exactement. en termes de gestion, Surtout si on de est charge sur une enveloppe mentale. équilibrée, on n'aura pas trop de charge mentale de se dire la bourse va faire moins 50 ou plus Oui, 50. voilà, On si on n'aura pas a trop d'actions logiquement, exactement, du moins une allocation plus défensive. c'est ça. Et sur la partie, tu insistes là-dessus et c'est très intéressant. Tu as mentionné l'assurance vie, mais il y a d'autres enveloppes, hein, le Bien PEA, sûr, le le PEA, compte le compte titre, titre, ouais, l'assurance vie luxembourgeoise. tout Enfin, il à y en a fait. plein de différentes. Et c'est vrai que c'était juste pour parler d'un profil équilibré. Mais en plus de ça, l'assurance vie, ça offre la partie transmission qu'on n'avait pas auparavant. Oui, Donc c'est vrai que c'est souvent ça, en fait, le levier d'investissement pour les personnes qui arrivent à cet âge de 50, 60, 70 ans et qui se tout posent à la fait. question aussi de la transmission. C'est pour ça que l'assurance vie est souvent le premier levier utilisé. Mais il y en a d'autres. C'est là où je Il y voulais en a bien revenir. d'autres, oui. Oui, oui. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement les bases de quand on verse avant 70 ans, en fait, pourquoi ça peut être intéressant l'assurance vie? Alors le contrat d'assurance vie, il a une fiscalité avantageuse, sur la transmission, en ce sens que si on fait des versements, avant 70 ans, on va avoir, par bénéficiaire désigné, sachant que ça peut être, n'importe qui, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, des nièces, des amis même, ça peut être, des gens avec qui vous n'avez pas de filiation. Vous allez bénéficier d'un abattement de 152 500 € sur les sommes transmises et cet abattement, se multiplie, par le nombre de bénéficiaires. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de limite de combien on peut transmettre en franchise, d'imposition, si tant est qu'on ait assez de bénéficiaires pour le faire. Oui, Mais du coup, cet abattement, là où il est intéressant, c'est qu'il vient en complément de l'abattement de 100 000 € dont on dispose déjà pour les transmissions en ligne directe, qui, ces abattements vont être utilisés, ne serait-ce que par votre résidence principale, si vous avez la chance d'en être la plupart du propriétaire. temps, tout à fait. Voilà, si vous avez un bien immobilier dans une grande ville, ça va être une valorisation à plus de 500 000 € en général. Donc à moins que vous ayez 5, 6, 7 enfants, vous n'allez pas pouvoir, rien que par le jeu des abattements, leur transmettre en franchise de droit. Sauf si vous faites des donations en nue propriété. Oui, il y a Mais plein de stratégies quand même, mais exactement, effectivement, mais sans avoir rien fait, disons, en restant exactement. flexible, ça vous allez payer des impôts dans tous les cas. L'assurance vie va octroyer 150 500 € par personne en franchise d'imposition supplémentaire, ce qui est un levier assez intéressant, en termes de transmission.
sans aucune complexité, juridique, montage contraignant et cetera, comme on peut avoir par ailleurs. Il y a des démembrements, des sociétés civiles et cetera. Donc c'est un peu la base et c'est quelque chose qu'on structure pour la majorité des clients, au moins pour une part du patrimoine. Exactement. C'est vrai que le PEA aussi est non pas un avantage pour la transmission, mais sur l'avantage en termes de tirer les revenus de ce Oui, qu'on a touché. Le PEA est aussi très intéressant en termes de intéressant. fiscalité du Si tant capital est qu'on gagné. ait le profil de risque pour On peut pas investir. placer 400 000 en plus. Oui, voilà. Si tant est qu'on ait le profil de risque pour qu'au global, notre allocation patrimoniale nous permette d'avoir, plus de 150 000 € à dédier Exactement. aux actions, évidemment, en priorité, je dédierai, cette quote-part d'action dans le PEA, puisqu'il est, parfaitement indiqué pour avoir des revenus, à moindre coût et aussi avec des frais très faibles et cetera. Donc, c'est sûr que ça fait partie, Je pense de que la toutes les stratégie enveloppes en globale. fait sont complémentaires entre Mmh. un PER, une assurance vie, un PEA, un Ouais. compte titre. Toute enveloppe peut être complémentaire et à chaque situation vraiment une différence là-dessus Le et pire, c'est c'est de là-dessus faire les qu'on choses accompagne. par défaut et sans Totalement. stratégie, par éparpillement, mais quand vous connaissez les atouts de chaque schéma fiscal, de chaque solution et que vous l'utilisez à bon escient par rapport à vos propres objectifs, il y a des choses vraiment intéressantes à faire. On a bien compris hein, maintenant pourquoi l'immobilier fallait le vendre, mais je vais te poser deux questions. Alors tu les avais peut-être pas dans la trame, mais j'aime bien les poser en fin d'épisode, c'est comme ça que ça marche. J'ai deux questions que Robert Kiyosaki, si nous écoutait, serait content. La résidence principale, c'est un actif ou un passif selon toi? Et puis ensuite, je fais la même question, mais pour la résidence secondaire. Est-ce que tu as la même réponse ou deux? Est-ce que tu as une réponse différente sur les deux? Alors, j'ai pas personnellement lu les travaux de Robert Kiyosaki, mais en bonne personne qui reste sur les réseaux et qui consomme du contenu, j'en ai entendu parler. Si je me trompe pas, donc selon lui, un actif, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent et un Tout à passif, c'est fait. quelque chose qui n'en rapporte pas. Bon, bah, pour moi, oui, la résidence principale, c'est un actif à 2 égards. Le premier, c'est que le rendement positif qu'il procure, c'est le loyer que vous ne payez pas. Parce que si vous n'êtes pas propriétaire et que vous êtes locataire, bah, vous allez débourser un loyer, donc c'est un coût. Et donc en étant propriétaire, bah, vous n'allez pas dépenser ce coût. C'est comme si vous étiez locataire de votre propre logement et que vous encaissiez les loyers, en fait, quelque part. Et le deuxième, bah, c'est que vous bénéficiez, alors si le marché va dans la bonne direction, de l'accroissement de ce bien, ce qui par définition est le propre d'un actif, c'est de pouvoir s'apprécier dans le temps. Ça peut baisser aussi. Mais du coup, on est directement intéressé à la valorisation de l'actif. Donc moi, je dirais que c'est un actif et pas du tout un passif. Par contre, je dirais que c'est pas le meilleur actif, ou je dirais que Ok. tout le monde ne devrait pas avoir cet actif dans son patrimoine. Mais en tout Ok. cas, c'est un actif. Et la résidence secondaire? Est-ce que c'est un actif? Ou un passif? Bah, pour moi, c'est un actif, dans le sens où si la personne va avoir l'utilité nécessaire pour que, ben, encore une fois, comme la résidence principale, les loyers qu'elle va économiser en n'allant pas louer, un même bien dans le même secteur ou autre, bah, elle soit propriétaire et qu'en plus, éventuellement, ce bien, puisse prendre de la valeur, à l'avenir, ça peut être un actif. Après, si c'est un achat coup de tête, parce qu'on a flashé sur un bien et que finalement on va l'occuper une semaine par an et que, on va pas le mettre en location pendant ce temps ou autre, bah, ça deviendra là, à ce moment-là, un passif, je pense. Ok, donc tu es un peu entre les deux sur la résidence secondaire et plutôt bien tranché sur la résidence Oui, principale. disons que les 2 peuvent être des actifs et des passifs, mais je ne serai pas, voilà, aussi manichéen sur la question et puis ça dépendra des personnes. Après, effectivement, si on fait une analyse vraiment chiffrée, dans tous les cas, uniquement avec les chiffres, oui, il peut être beaucoup plus intéressant d'être, locataire, dans son logement principal et de son résidence locative et de tout placer sur des actifs, financiers, par exemple, qui travaillent Notamment pour sur des nous. grandes villes. Mais encore faut-il avoir le profil et la psychologie pour le faire. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde investirait 100 actions, tout le monde aurait, des performances absolument exceptionnelles et on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui, juste pour des raisons psychologiques, pour des raisons d'inconfort, vont être, très investis en liquidité, en fonds en euros et On est totalement cetera d'accord. et n'ont pas les performances escomptées alors qu'en réalité, c'est juste, la stratégie et le niveau de risque qui va le conditionner donc là-dessus, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun, quoi. Moi, je trouvais que la résidence principale, pour donner mon avis, la résidence principale, je trouvais que c'était un actif pour mes enfants. D'accord? Je partais du principe qu'effectivement, moi, tout au long de ma vie, c'était une dépense Ouais. mensuelle, enfin, du moins, oui, on crée du patrimoine, mais il n'y a pas de revenus que je tire de ce Oui, mais patrimoine ça, c'est si je par peux me les permettre non-loyers. si je peux me permettre, le revenu, en fait, c'est soit, donc un flux que tu reçois, soit c'est de l'argent que tu aurais dû décaisser que tu Que ne tu ne décaisses décaisses pas, pas. soit c'est pas un flux, mais c'est une valorisation qui capitalise et en ce sens où on ne dépense pas et où l'actif prend de la valeur, enfin moi, c'est mon point de vue, hein, voilà. Je considère que c'est un actif. Après évidemment, les simulations où tu te dis: «Voilà, en étant locataire, ça me coûte moins cher, la différence, je peux la placer, si je la place à X j'aurais gagné tant d'argent» et cetera. Bah, effectivement, en ce sens, tu peux dire que c'est pas ça vaut pas le coup d'être propriétaire et ça, C'est je peux exactement totalement en le ce sens comprendre. que je disais que c'était un actif pour mes enfants, parce que dans tous Ouais. les cas, mes enfants, normalement, cèdent la résidence principale et en font ce qu'ils veulent et placent cet argent sur normalement quelque chose qui leur apporte, ou dépensent tout, font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à terme, quand on a remboursé, ça devient un actif totalement sur le fait que, effectivement, les enfants peuvent en faire ce qu'ils veulent. Puis il y a des villes aussi où c'est vraiment très intéressant d'acheter Ah, ça c'est et sûr. où c'est pas du tout intéressant. Donc faut Les grandes regarder. villes, par exemple, Paris, hein, meilleur taux qui a encore annoncé que c'était plus de 30 ans Pour pour être amortir. plus intéressant d'être acquéreur que Mais locataire ça, c'est un signal dans en fait qui dans va à une ville. l'encontre, enfin, c'est un signal qui prêche pour, ce qu'on essaie de démontrer depuis le début de l'épisode. C'est que
le délai pour amortir le fait d'acheter un bien, c'est en défaveur des propriétaires. Donc si vous détenez des biens locatifs et que c'est dans des grandes villes, a fortiori, c'est que le rendement est faible. Exactement. Donc du coup, vous ne devriez pas en être propriétaire, vous devriez en être locataire. Surtout sans crédit. Exactement. Exactement. Bah, merci beaucoup, Camille, pour cet épisode. Merci à toi. Merci d'être venu et puis surtout merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le contenu. À chaque commentaire, j'y répondrai personnellement, bien sûr. Et puis si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, ça arrive de nombreuses fois, mine de rien, on a énormément d'écoutes mais peu d'abonnements. Cliquez sur le bouton s'abonner. À bientôt, merci beaucoup.